Les amis, bienvenue dans l'épisode 6, dans le dernier épisode de ce road trip Japon. Comme vous le voyez, on n'est plus sur la route, on a rendu le van, ça y est, on est de retour à Tokyo et plus précisément à Shibuya. On est venu ici pour retrouver Mitsugi qui va nous présenter Shibuya. J'avais envie de voir ce quartier-là sous un œil différent, vu qu'il a vécu ici, que ça fait très longtemps qu'il est au Japon. Je me suis dit, qui de mieux que lui pour clôturer cette série et nous faire découvrir un Shibuya qu'on connaît finalement peut-être pas, donc sans plus attendre, on est parti. Bonjour, moi je m'appelle Mitsu, ça fait maintenant bientôt 13 ans que je vis au Japon, j'ai 32 ans actuellement. Donc je suis venu en 2011, totalement par hasard, le jour du tremblement de terre de 2011, voilà, le 11 mars. Et depuis, je vis donc au Japon, je vis à Tokyo personnellement, et j'ai beaucoup d'histoires, il m'est arrivé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de travail. Là actuellement, je travaille surtout dans les médias, donc je travaille pour la télévision japonaise, je fais des émissions, des reportages, parfois j'apparais dans des publicités, dans des films, dans des dramas. Je fais aussi de la narration, voilà, je fais beaucoup de choses dans le milieu des médias. Et à côté de ça, depuis maintenant bientôt 3 ans, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je vous raconte un petit peu toutes mes histoires de choses assez rigolotes qui m'arrivent au Japon. Je vous jure, il était tellement strict avec moi. Au bout d'un moment, j'avais développé un espèce de toc où j'avais l'impression de l'entendre m'engueuler à des moments totalement random. Alors là, on est au Miyashita Park. Alors vous vous dites, mais attends Mitsu, ce n'est pas un parc. En fait, il y a une petite histoire, c'est qu'à la base, ici, il y avait réellement un parc qui s'appelait donc le Miyashita Park. Et pour les Jeux Olympiques, donc 2020, ils ont prévu du coup de construire cet endroit qui est assez incroyable. C'est qu'ils ont pris le Miyashita Park, ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en hauteur. Et en dessous, on va créer du coup ce qu'on appelle un deparato, un department store. Donc c'est un espèce d'énorme mall dans lequel vous avez des magasins de luxe, des magasins tout court, vous avez des restaurants, vous avez tout un tas de choses. Il y a le train qui passe juste derrière et c'est magnifique, j'espère que tu viens dans le plan. Et donc en fait, si on va tout là-haut, et c'est là où je vous emmène, et bon, on se retrouve avec un parc où tu vois vraiment littéralement Shibuya de haut. Tu as un endroit où tu peux faire du beach volley, tu as un skatepark. Du coup, ils ont créé ça à la base pour les Jeux Olympiques parce qu'on avait prévu justement une espèce d'afflux de touristes à cette époque-là. Malheureusement, Covid, etc., les gens ne sont pas venus. Ça a failli être en déficit total. Ouais. Et maintenant, voilà, on a réouvert les frontières, les gens reviennent, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, nous sommes à l'étage, le fameux skatepark incroyable. Les gens ne savent pas forcément, je suis skateur à la base. J'ai fait du skate pendant longtemps. Ouais. Et j'aurais adoré avoir ce genre d'endroit. Et encore une fois, on est à 20 mètres du sol. Voilà, on a des bâtiments tout autour de nous, on est en l'air. Et j'adore cette ambiance, il y a vraiment quelque chose qui ressort de Miyashita Park que j'aime beaucoup. Toi, ça fait 14 ans que tu connais Shibuya, donc en fait tu l'as vu évoluer, c'est un peu ton bébé quelque part. J'ai vu Shibuya évoluer de fou, c'est vrai, ouais, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas tout ça encore. Hein. Ne serait-ce que le gros bâtiment qui est là-bas derrière et tout, il n'existait pas à l'époque. Il y a 2 gros bâtiments derrière, il n'y en a aucun qui existait au moment où moi je suis venu. Et j'ai vraiment vu Shibuya évoluer, se déconstruire, se reconstruire. Alors, on en parlait tout à l'heure en off, mais le fameux stade de foot qui est sur l'étage, là qu'on voit par exemple dans Tokyo Drift et tout, il n'existe plus aujourd'hui. C'était un bâtiment qui était au-dessus de la gare de Shibuya et c'est un bâtiment qui a totalement été détruit pour recréer quelque chose de nouveau. C'est assez représentatif de ce qu'est Tokyo. Tokyo, c'est une ville qui est en constante évolution et c'est en constante déconstruction, reconstruction. Donc là, on est redescendu, on est maintenant au 3e étage. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses, hein. Tu as des restaurants, tu as des magasins, etc. Donc juste là, ce restaurant, le New Light, est sur ces canapés exactement. L'année dernière, pour mon anniversaire, j'avais invité toute la bande, Louis, Gilles, les Japonais, Fanny aussi. Et c'est juste ici que j'ai demandé en mariage. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Ouais. Ah ouais. Là, c'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés sans vraiment se rencontrer au final. Hein. C'était assez rigolo. C'est qu'à la base, il y a une époque où, sans rentrer trop dans les détails, j'avais donc mon ex-copine avec qui ça se passait pas très bien. Voilà. Et elle m'a viré 1 fois, 2 fois de l'appart, voilà. Et j'avais d'autres potes qui étaient un petit peu dans la même galère que moi, en mode ça se passe mal avec ma copine, comment on fait? Et on avait une peur bleue à ce moment-là, vraiment, c'est du jour au lendemain de se retrouver à la rue. Et j'ai donc un pote à moi qui s'appelle Thomas, qui est venu un jour nous voir et qui dit les gars, j'ai trouvé un appartement trop cool, il y a d'autres gaikokujin qui habitent au même endroit. Franchement, ça peut être sympa peut-être de louer un appartement à 3, au moins ça ne nous coûte pas trop cher. Et au moins on sait que s'il y en a un de nous 3 qui est en galère avec sa copine, eh ben, on n'est pas à la rue, on a un endroit où se poser. Et donc on décide de louer cet appartement à 3, effectivement. Moi j'y dépose un petit peu toutes mes affaires, comme je fais de la musique, j'avais mon matos, un petit peu de musique, tout ça. Donc je me fais un petit bureau, un petit studio, j'y vais de temps en temps pour enregistrer des musiques, tout ça. C'était vraiment un petit pied-à-terre pour être sûr d'avoir quelque chose au cas où. Mais du coup, avec notre cher Rodolphe, il faut savoir qu'à cette époque-là, on était voisins. On habitait vraiment l'appartement à côté.
C'est incroyable quand même, gros. Bah, j'étais 103, t'étais 102. Ouais, voilà, Et 103, Thibaut 102. Et il y avait du coup Thibaut, Mister Thibaut, qui est un autre Français, qui était 101. Donc vraiment, t'avais 3 appartements, il y avait 3 Frenchies dedans, sans que ça ait été préparé ou quoi, hein, vraiment. Et surtout, le fameux Thibaut qui était de l'autre côté, du coup, à l'autre appartement au 101, bah même lui, je l'avais rencontré quelques mois plus tôt. Parce qu'en gros, il était dans Shibuya, moi j'avais mon bar à l'époque, il était venu boire un coup dans mon bar totalement par hasard. Il avait explosé sa caméra à l'époque, donc vraiment il était en PLS quand il est venu me voir. Mais du coup voilà, je rencontre ce Thibaut totalement par hasard, je lui dis bon courage, il s'en va et quelques mois plus tard, bah, lui aussi devient mon voisin. Et ensuite à partir de là, bon moi Rodolphe, j'étais même pas conscient à ce moment-là qu'il habitait à côté. Et au final c'est quelques années plus tard, hein, moi je rencontre plein de gens. Il y a plein de gens qui me disent ouais tu connais I'm Rodolphe, il a une chaîne YouTube et tout. Il y a Louis San aussi qui me dit ouais Rodolphe, tu vois, c'est incroyable, tout le monde me parle de ce Rodolphe, qui c'est? Et en parlant en fait je me rends compte que bah, c'était l'autre gars qui habitait de l'autre côté et dont Thibaut m'avait parlé en disant il y a un autre Frenchie qui habite au 103. Enfin voilà. Mais en gros là au 101 il y avait Thibaut qui m'héberge encore aujourd'hui et qui habite à 2 pas. Et moi j'habitais ici au 103. Et ça fait vraiment bizarre d'être ici hein, parce que ça n'a pas changé du tout. Le mec qui habite au 103 n'a pas installé de machine à laver, moi non plus j'en avais pas. Donc du coup je venais là, exactement là au 101 pour faire mes machines et je glissais quelques petits sous dans la boîte aux lettres de Thibaut. Et donc là nous sommes donc au Shibuya Cross FM. Alors je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà vu ça quelque part, hein. C'est la fameuse radio où ben, on la voit de l'extérieur en fait. Et du coup quand ils tournent des émissions de radio, ben, ils les font directement là et puis tu as les gens derrière qui viennent à la fenêtre pour, quand tu as par exemple des idoles ou des artistes qui viennent, c'est juste là. Et pour la petite anecdote, une des personnes qui est présentatrice radio sur cette radio-là, c'est une de mes meilleures amies qui s'appelle Madoka, que vous avez peut-être vu dans la vidéo d'Halloween d'ailleurs. Et j'ai fait pas mal d'interviews moi-même où j'étais de l'autre côté du miroir. Là, j'ai fait ça plein de fois, surtout à l'époque où je faisais plutôt de la musique. Mais c'est un endroit qui est très très cool et si vous avez l'occasion de passer par Shibuya, c'est un petit peu en reclus. Hein. Il faut vraiment aller, c'est sur la route pour aller à Harajuku. Mais souvent vous voyez, alors plutôt à des heures du côté de 16, 17, 18 heures, si vous venez là, vous verrez peut-être un attroupement de personnes avec une star japonaise derrière, en train de faire sa petite interview à la radio. Enfin, voilà, c'est un endroit qui n'est pas forcément extrêmement connu, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu sans savoir où c'est. Bah, écoutez, c'est ici que ça se situe, Shibuya Cross FM, n'hésitez pas à passer par là. Et donc là, vous voyez, on est en train de monter et on arrive dans mon quartier, vraiment de cœur à l'intérieur de Shibuya. C'est un quartier qui s'appelle Jinnan. C'est très rigolo parce que Jinnan, ça s'écrit avec le kanji de Dieu et le kanji de Sud. Donc vraiment déjà le mot en lui-même il est très beau. Et c'est un quartier qui est un petit peu le quartier vraiment de toute la culture underground de Shibuya, de Tokyo. C'est là où tu as des salles de concert, où tu as tous les groupes un petit peu de métal, de néo-métal, de metalcore, etc. qui jouent. Tu as pas mal de rappeurs aussi qui viennent par ici. Et vraiment j'ai vécu mes plus beaux instants dans ce quartier-là. Sauf que là, bon, il est exactement 13h19 au moment où on parle, c'est pas encore ouvert. Donc pour l'instant, je vous emmène à un autre endroit. Le Parco. Donc nous y sommes. Ouais, le fameux rooftop du coup du Parco. Et c'est un endroit que les gens connaissent pas forcément parce que quand ils viennent au Parco, bah, ils vont surtout faire les magasins, ils vont faire le Nintendo Store, le Pokémon Store, etc. Mais franchement, monter jusqu'au R du coup sur l'ascenseur, c'est rooftop, vous avez une vue. Il y a des petits escaliers là-bas et si on monte, gratuitement en plus, hein. Et là ce qu'il y a de fou, tu vois, c'est que je regarde ça. Et là, presque chaque endroit que je vois sous mes yeux, je peux te raconter une histoire. Ça c'est ouf. Là, c'est mon bled. Shibuya, c'est vrai que j'ai un affect très particulier parce que, actuellement, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'ai déménagé en 2011 au Japon. J'ai vécu ma vie tranquillement. Moi, j'étais dans mon petit monde, je vivais les choses au fur et à mesure quand elles arrivaient. J'étais juste un peu un yes man. Souvent, on me pose une question, on me dit Mitsu, d'où tu viens? C'est quoi ton furusato, donc ton, comment on dirait en France, ton chez-toi en France, tu vois, l'endroit d'où tu viens. Et le problème, c'est que j'en ai pas vraiment. Il y a une raison à ça, c'est que depuis que je suis né, avec ma maman, on a beaucoup déménagé toujours. On déménageait parfois une fois par an, voire même des fois 2 fois par an. Ça m'est arrivé de faire 2-3 écoles en une seule année. Ce qui fait que j'ai pas vraiment d'endroit auquel je suis resté suffisamment longtemps pour me dire ça en France, c'est mon chez moi. Du coup, les gens, quand ils me posaient cette question, ils disaient ouais, mais l'endroit où tu es resté le plus longtemps, c'est où? Et je leur disais, bah, c'est Shibuya au final. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. C'est quoi aujourd'hui, ça fait bientôt 13 ans que j'habite au Japon. L'endroit dans le monde entier, dans lequel j'ai passé le plus de temps, dans lequel je connais le plus de choses et dans lequel j'ai fait le plus de rencontres et le plus d'activités, c'est Shibuya en fait. Alors ça veut pas dire que du coup je suis un Japonais venant de Shibuya, mais ça reste quand même l'endroit au monde actuellement, là, si je devais vous citer l'endroit que je connais le mieux, c'est Shibuya. Et donc on se retrouve la nuit cette fois, toujours à Shibuya, du côté de Hyakendana.
Et là, c'est un endroit qui me parle beaucoup plus, qui vous parle certainement pas, parce que c'est pas forcément l'endroit le plus touristique, mais c'est un endroit où j'ai passé l'équivalent de 5 ans de ma vie. Parce que juste ici, là, derrière, je vois le bâtiment de là, j'ai eu un bar, mon propre bar, à Shibuya. Du coup, bon là, c'est écrit en japonais, mais Biroc, au 3e étage. Voilà, café and bar, Biroc. Ça, c'était mon bar. Le bar existe toujours. La personne avec qui j'ai ouvert ce bar, du coup, en 2016, malheureusement, est décédée il y a 2 ans. C'était un peu un deuxième papa pour moi et il nous a quittés, malheureusement. Et donc, il y a une autre personne aujourd'hui qui a repris le bar. Donc, le bar existe toujours. On n'a pas envie que le bar soit détruit ou soit repris par quelqu'un qui va en faire n'importe quoi. C'est une grosse partie de ma vie. J'ai passé 5 ans ici et il y a Neki qui nous rejoint. Hey! Oh, konbanwa. Yumeijin ga yatte kimashita. Tellement de choses. Regarde d'ailleurs, il reste encore une trace de l'époque. Bartender speaks French, English et du coup japonais aussi. Ici c'est vraiment particulier parce que quand tu arrives, tu as vraiment l'impression que c'est un building d'appartements. Et en fait non, c'est plein de petits commerces, de petits restaurants, de petits bars en fait, qui ont vraiment... c'est assez petit hein, dans l'ensemble. C'est vraiment l'espace d'un appartement et ils ont fait des bars, tout ça et tout à l'intérieur. Et du coup sur là, les 4 étages de ce building, et bah, tu as à chaque fois à peu près 5 bars, tout ça. Et c'est donc ici qu'on avait créé le Biroc en 2016. Il y a des caches. Sex, drug, rock'n'roll. Rock'n'roll, d'accord. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est que moi j'ai commencé à avoir de plus en plus de boulot pour la télévision, tout ça, de moins en moins de temps pour faire le bar, parce qu'au bout d'un moment vraiment je devenais un zombie. Hein. Je travaillais la nuit ici, la journée j'étais sur des tournages. Parfois j'enchaînais 3 tournages de suite, ça veut dire que je dormais pas pendant 3 jours littéralement. Tu vois. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai dû faire un choix. Mon choix s'est tourné vers mon travail pour la télévision. J'ai petit à petit délaissé le bar, on va dire. J'ai laissé des gens travailler à ma place. Bon, il y a eu le Covid qui a stoppé net un petit peu le bar. Malheureusement, la personne avec qui j'avais ouvert ce bar est décédée pendant le Covid. Et Biroku, du coup, B69 en japonais, ça fait Biroku, donc soyez rock. En gros, c'est ça, Biroku. C'est un jeu de mots avec les chiffres. Exactement. Et c'était vraiment à une époque, c'était le bar rock de Tokyo. Ce quartier, donc là c'est un peu le quartier des Love Hotels, il est souvent connu ici à Shibuya. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal de Yakuza qui sont implantés ici. Les buildings autour de nous, c'est géré par des Yakuza, il faut savoir qu'il y a de la prostitution ici à Shibuya. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les commerces du building que je viens de vous montrer, ils payent une dette aux Yakuza. Sauf que nous quand on a ouvert le bar à l'époque, du coup la personne avec qui j'ai ouvert le bar, donc je vais pas donner son nom mais cette personne-là, elle avait vraiment pas envie, elle allait les voir directement. Et elle leur a dit littéralement, bah écoutez, moi j'ouvre un bar dans ce building-là, par contre votre dette je vous la paierai pas. Voilà. C'est ouf. Et du coup les mecs étaient en mode ouais mais on fait comment? Et à la place il a dit bah si vous voulez venir boire un coup un de ces 4, c'est grand ouvert, vous venez, on vous offre peut-être un petit verre machin et tout, si vous voulez venir de temps en temps avec des amis à vous, vous venez, la porte est grande ouverte, par contre on vous paye pas de dette en plus. Tu vois. Mais il y avait des connexions ou des trucs comme ça pour faire ça ou il y allait vraiment au feeling? Oh vraiment au feeling, Wow. Totalement au feeling, le mec il est arrivé, les personnes le connaissaient à l'époque. Et au final, ça a fait que très rapidement, tous les gens ici qui venaient, en fait, ils venaient au bar boire des coups de temps en temps, moi je les servais. Et ça vraiment c'est le truc, moi ça me faisait délirer. C'est que les gens ils ont bien compris que c'était moi qui étais du coup patron du bar. Et moi le matin je venais, je marchais comme ça la rue. Et du coup t'avais tous les mecs qui gèrent justement les prostituées de la rue, donc les Yakuza. À chaque fois ils me regardaient, ils faisaient Os. Ça c'est quand même, il y a un côté classe. J'ai 24 ans gros, j'ai 24-25 ans à cette époque-là. J'arrive ici. Et t'as du coup les yaks de la rue, tu vois, qui me regardent et qui me saluent tous les jours en disant hey mec comment ça va, tu vois. Ouais c'était particulier. C'est déroutant. Petite anecdote que j'aime bien raconter. J'ai jamais été adulte en France. Alors souvent c'est un concept un peu bizarre, mais quand tu sors du lycée, t'es encore adolescent et toute ta construction qui fait que tu deviens ce que tu deviens réellement, elle se fait surtout à partir de l'âge adulte. C'est là où tu vas commencer à avoir tes véritables expériences, c'est là où tu vas commencer à créer ton véritable cercle social, c'est là où tu vas commencer à travailler, etc. Et c'est ces choses-là, c'est ces expériences-là qui créent un petit peu l'adulte que tu deviens. Il y a une partie que tu crées en enfance, mais ça se cristallise, on va dire, à ton âge adulte. Et au final, moi, j'ai jamais été adulte en France. J'ai jamais eu d'expérience d'adulte en France. L'adulte que je suis aujourd'hui, c'est construit au Japon. Et c'est assez drôle parce que du coup, je ressens un décalage très souvent avec les autres Français que je croise, qui ont le même âge que moi. Parce que déjà, il y a une chose, c'est qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes références. Genre, très récemment, j'ai appris ce que c'était section d'assaut. J'en avais aucune idée. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'est Louis qui dit ouais, section d'assaut, section d'assaut. Je fais attends, c'était pas un truc à la guerre mondiale, ça. Et c'est drôle parce que ça se voit pas forcément tout de suite, parce que je suis français, j'ai une gueule de français, je parle en français. Mais il y a tout un tas de choses que j'ai pas développées de la même manière que les gens qui sont devenus adultes en France.
vu que moi j'ai vraiment eu un parcours japonais. Surtout que moi en plus j'avais que des amis japonais, j'avais presque aucun ami français, donc vraiment je l'ai fait à la japonaise. Et du coup c'est vrai que je me sens un petit peu différent des autres adultes français, on va dire. Et donc on se retrouve au dernier endroit que je vais vous montrer dans cette vidéo. Là pareil, vraiment on est... moi j'aime bien appeler cet endroit mon jikka. Jikka en japonais c'est la maison familiale en quelque sorte. Et c'est un petit peu mon endroit où je me sens bien. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là, je les connais depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un peu la famille, vraiment. On se connaît tous trop bien. Il y a toute une histoire derrière ce bar. C'est que là maintenant c'est un bar qui s'appelle le Kokoro Dokoro. Bon déjà comme vous pouvez voir, on est un petit peu dans un bâtiment. Tu sens l'ambiance underground du truc, tu vois. Ça, regarde-moi ça. On est un peu en bas des blocs. Et en vrai, je vais pas dire où. Si vous venez un jour chercher, il y a des petits tags à moi à droite à gauche. Voilà. C'est ce que je dirais. On dirait que ça. Après vous. On y va. Bon, je pense que vous captez un petit peu l'ambiance du lieu. Déjà, vous pouvez voir. Là, on a quoi? On a la basse du bassiste de System of a Down, la basse du bassiste de Korn. Voilà, c'est ce genre d'endroit en fait. Il faut savoir que la personne qui gère ça, c'est quelqu'un qui est très lié au milieu de la musique. Et du coup, on reçoit. Il y a souvent des stars de partout qui viennent ici. C'est vraiment un bar très très porté sur le rock à la base. Je suis allé en France récemment et il y a une chose que j'ai remarquée, que j'ai ressentie plutôt, où je me dis je vois la différence quand même par rapport au Japon, et encore une fois surtout par le fait que moi ça fait longtemps que je suis au Japon et que je connais surtout le Japon. C'est une espèce d'empathie générale, de bienveillance générale que je retrouve beaucoup plus au Japon qu'en France. Je dis pas qu'en France on est tous des connards ou quoi, tu vois, c'est pas du tout le cas. Et je dis pas non plus que tous les Japonais sont les gens les plus gentils du monde, même si les gens sont gentils ici, voilà. Mais c'est vrai que de manière générale, il y a quelque chose qui fait que, c'est sûrement dans la culture, sûrement dans les mœurs, sûrement dans l'éducation, qui fait que les Japonais, de manière générale, ils vont toujours faire attention un peu à ce qui se passe autour d'eux, ils vont toujours prendre soin de, pas forcément dans les actes qu'ils font, ne pas gêner les gens autour d'eux, etc. C'est un truc qu'on fait très inconsciemment, c'est quelque chose auquel on s'habitue beaucoup. C'est-à-dire qu'on m'a récemment posé une question qui était très intéressante, qui était « Quelle est pour toi la coutume ou la chose que les Japonais font qui est la plus facile à apprivoiser, à acquérir quand on vient au Japon ?» Pour moi, c'est cette bienveillance-là. Parce que tous les gens qui aiment un minimum le Japon, qui viennent au Japon, ils se retrouvent très très rapidement, mais même en venant en vacances, à avoir ce petit réflexe de tu rentres dans un magasin, tu as la personne qui va dire « Ah, irashaimase, konnichiwa » et tu as vraiment les gens, sans forcément parler japonais, hein, ils vont choper le petit hochement de tête, ils vont choper cette espèce de respect mutuel en mode « Ah, arigato gozaimasu » tu vois. Et tu vois les gens qui sourient à ça, qui sont contents de cette bienveillance mutuelle qu'il y a, c'est un truc que j'aimerais ressentir un peu plus quand je vais en France. Il y a un petit peu un côté individualiste, peut-être, en France, qui est très bon pour plein de choses. Il y a plein de choses qu'on a pu faire parce qu'on a cet individualisme en France. Mais parfois, tu dis un tout petit peu plus d'empathie entre nous, s'aimer un petit peu plus les uns les autres, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de vous parler de ça, le Star Lounge. Alors là, c'est un endroit très particulier parce qu'en gros, c'est un building. C'est 4 salles de concert empilées les unes sur les autres. J'ai fait beaucoup de concerts ici à l'époque où j'avais mon groupe. C'est un endroit qui est assez incroyable. N'hésitez pas, même si vous ne connaissez pas les groupes, vous prenez un petit ticket, vous essayez. Vraiment, allez dedans et essayez de kiffer un petit peu cette ambiance très particulière. Par contre, moi, avant de terminer, du coup, maintenant que je suis face cam, il y a une question que je voulais te poser qui m'intrigue un peu. Ouh, il s'est bossé. Et tout le monde t'appelle Mitsu ici? Évidemment, Mitsu, c'est pas ton prénom de naissance. Non. Qui t'appelle par ton prénom français? Qui t'appelle? Parce que tout le monde t'appelle Mitsu en fait. Fanny, elle t'appelle comment? Mitsu. Mais c'est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait Mitsu c'est vraiment devenu mon prénom, enfin Mitsugi déjà. Mitsugi, ouais. Moi, Mitsu c'est les étranges gens qui m'appellent Mitsu parce que c'est plus simple de dire Mitsu que Mitsugi. Ok, ouais. C'est même pour ça que ma chaîne elle s'appelle Mitsu. Comme c'est une chaîne qui est destinée à un public français Ouais. et que les personnes non japonaises ont plus tendance à m'appeler Mitsu que Mitsugi, je me suis dit Ouais. pour ces gens-là, je vais renommer la chaîne Mitsu. Ah, Mais ok. les japonais ils m'appellent Mitsugi ou alors classique à la Mittian. japonaise Mittian. Mittian c'est le nom par lequel tout le monde m'appelle vraiment. Ok. Aujourd'hui mon prénom français qui est donc Emric, à part ma mère, je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui m'appelle comme ça. Il n'y a que ma mère. J'ai un rapport très particulier à ça parce que c'est vraiment devenu mon prénom à part entière. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'on m'appelle Mitsu. Je m'en suis rendu compte assez tard de ça, mais c'est vraiment en réfléchissant à ça, qu'est-ce que signifiait pour moi Mitsu, Mitsugi. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses en France à une époque où j'étais encore un peu Emric, par exemple à l'école. Et l'école, ça s'est pas toujours bien passé pour moi. J'ai pas mal de souvenirs que j'aimerais bien oublier, par exemple de l'école. Ok. Et c'est vrai que mon prénom français, mon prénom Emric, c'est un peu un nom qui est associé à cette période-là aussi en quelque sorte. Ok, ouais. Donc tous les trucs qui sont un peu mal passés dans ma vie, c'est des moments aussi où les gens m'appelaient Emric. Alors que Mitsu, D'accord. Mitsugi,
J'ai que des bons souvenirs. C'est pas que mon prénom français n'est pas positif ou quoi, je sais pas, je pense que je me sens bien en tant que Mitsu. C'est juste ça. Tu t'es trouvé, c'est ta véritable identité finalement. Ouais, et puis surtout qu'encore une fois, souvent les gens me posent la question, mais alors autant dans mon passeport c'est écrit Emeric, autant j'ai plein de papiers, que ce soit à mon agence, etc. Par exemple, où je suis signé en tant que Mitsu, par exemple. Ouf, ça. Donc c'est vraiment devenu mon prénom à part entière. J'ai des papiers même à certains endroits où vraiment c'est signé Mitsu. Donc c'est vraiment devenu un prénom en soi. C'est un prénom qu'on m'a donné il y a une vingtaine d'années maintenant et je suis très content qu'on me l'ait donné. J'aime beaucoup ce prénom, je l'aime autant que mon prénom de naissance, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que Emeric est devenu Mitsugi, tout simplement. C'est un super moyen de clôturer cette vidéo, de clôturer cette série de vidéos, tout simplement. Ah, c'est vrai, félicitations à toi d'ailleurs. Mais ouais, Deux on a semaines de deux vidéos, semaines gros. non-stop de conduite et de vidéos. Merci beaucoup. Merci en à tout cas, toi, gros. en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette série de vidéos au Japon vous a plu. Moi, c'était un plaisir monumental de les faire, même si c'était très sportif, je vais pas vous le cacher. Je vais te laisser rentrer voir ta femme et ta fille. Merci beaucoup. Moi, je vais aller boire une bière. On a chacun nos priorités dans la vie en fait. Et puis, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao. Peace. Bye.